Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la fourmi financière. Continuez votre apprentissage sur le carnet d'ordre et abordons dans cette troisième vidéo un aspect plus sombre de la mécanique du carnet. Vous avez appris l'équilibre subtil entre offre et demande, la dynamique du marché et comment ces éléments convergent pour donner naissance au prix. Or, certains traders exploitent cette mécanique à leur avantage et utilisent des stratagèmes sophistiqués. Spoofing, layering, code stuffing, sous ces termes intimidants, vous allez apprendre à décoder les techniques de manipulation des prix. Vous verrez qu'elles peuvent influencer le cours d'un titre de manière parfois surprenante. Alors, immisçons-nous dans ces coulisses du trading. C'est parti! Si vous vous rappelez de la mécanique du carnet que nous avons vue dans la deuxième vidéo, j'ai parlé à un moment d'un déserteur, en référence à notre image du champ de bataille. Celui-ci avait annulé son ordre limite avant l'arrivée des troupes adverses. Eh bien, c'est par ce fonctionnement particulier d'annulation d'ordre qu'il est possible pour des traders de tenter des manipulations de prix. Notez que ces pratiques sont considérées comme contraires à l'éthique et dans certains cas sont illégales. Voyons comment ils s'y prennent. Le spoofing signifie usurpation d'identité. Voyez-le comme signifiant faire usage de faux, faire semblant. Cette technique vise à manipuler les prix du marché en provoquant des mouvements artificiels. Un trader va passer de faux ordres pour duper les autres intervenants, comme un usurpateur se grimerait pour tromper sa victime. Son but est de créer une impression de demande ou d'offre artificielle, pour que votre analyse penche vers une pression acheteuse ou vendeuse, pression qui en réalité n'existe pas. En soumettant de faux ordres, le spoofer va entraîner de la confusion chez les autres traders. Il va en attirer pour suivre la direction apparente qu'indique désormais le marché. Puis il annulera ses ordres après avoir pris une position favorable pour lui. Reprenons nos ordres munitions et voyons comment un spoofer va jouer de son chargeur et de ses balles rouges claires. Un titre vaut actuellement à l'achat 100 $. Un trader mal intentionné va utiliser la méthode du spoofing pour manipuler les prix. Première étape, mise en place du spoofing. Un titre s'achète actuellement au prix du marché à 100 $ et se vend 99 $ et 50 cents. Un spoofer place un faux ordre de vente à cours limité avec une quantité de contrats importante par rapport à la structure du carnet d'ordre en question. Disons 800 contrats dans notre exemple. Souvenez-vous que cela ne l'engage à rien pour le moment, car tant que le niveau de prix n'a pas été atteint, aucun ordre ne s'exécutera et il peut annuler ses ordres en attente à tout moment. Il se place assez loin du prix actuel pour ne pas être exécuté immédiatement, mais suffisamment proche pour que le marché puisse décaler. Soit il va créer une nouvelle meilleure offre, soit il ajoute de manière significative de la liquidité, comprenez de la quantité, proche du prix actuel. Mettons dans notre exemple le niveau des 100 $ et 50 cents. Son but est de bien faire comprendre aux autres intervenants qu'ils n'ont plus de chance de faire monter les prix. Intimider les acheteurs en quelque sorte, leur montrer que de gros vendeurs sont apparus sur un niveau proche du prix actuel. Il va exercer une impression de pression baissière dans le carnet d'ordre. Simultanément, il place un ordre d'achat de 100 lots sous le prix actuel à 99 $ par action. Deuxième étape, influence sur le marché. Les autres traders observent ces nouveaux ordres dans le carnet et peuvent interpréter que le marché va probablement baisser, car il y a une offre importante à 100,5 $. Certains traders préfèrent annuler quelques ordres d'achat dans l'attente de voir ce qui se passe. D'autres
soucieux de protéger leur position existante, prennent leur profit en lançant un ordre de vente au marché. D'autres anticipent une baisse et commencent à vendre eux aussi, pensant que le prix va chuter. Tout ce petit monde rejoint le prix à la vente, car pense-t-il qu'il faut se dépêcher de se placer avant que ce gros vendeur n'intervienne sur le marché. Ces ordres de vente sont souvent une réaction quasi instantanée des robots de trading. Ces algorithmes qui scrutent automatiquement la profondeur des carnets et qui sont programmés pour détecter les grosses quantités d'ordres. Avec leur vitesse d'exécution, ils se positionnent en premier et vont suivre ce faux départ, amplifiant le mouvement. Ces robots sont généralement de grosses mains, qui font facilement bouger le marché de quelques ticks, à la baisse ici. Puis, l'ordre de notre spoofer est exécuté à l'achat à 99 $. Troisième étape, annulation des faux ordres. Une fois que suffisamment de traders ont réagi en vendant des actions, le marché baisse, comme souhaitait le faire croire le spoofer. Ces ordres d'achat à 99 $ sont exécutés et le spoofer annule rapidement ses faux ordres à 101,5 $. À ce stade, il est déjà parvenu à manipuler le prix d'équilibre, car il a acheté moins cher que la valeur de départ du titre. Il a annulé ses ordres de vente qui n'avaient rien de représentatif de ses intentions sur le marché, mais étaient placés uniquement dans une volonté de manipuler les autres intervenants. Elle s'est faite au détriment des autres vendeurs qui ont vendu trop bas par rapport à ce que devrait être le prix d'équilibre sans manipulation. Maintenant, pour engranger un bénéfice rapide et le meilleur possible, il peut recommencer la manœuvre en sens inverse. Des ordres d'achat conséquents sont placés sous le prix actuel. La ligne est chargée significativement pour bien faire comprendre aux vendeurs qu'ils n'ont plus la main. Le marché est influencé. De nombreux traders positionnés à la vente coupent leur position, ce qui revient à racheter une position, et pousse les cours à la hausse. Le spoofer peut maintenant revendre ses positions à un prix plus élevé que son achat. Il a engrangé un bénéfice rapide en manipulant les prix. Il ne lui reste plus qu'à annuler ses faux ordres. Dans cet exemple, le spoofer a réussi à acheter des actions à un prix plus avantageux que le prix du marché, en utilisant la confusion qu'il a créée avec ses faux ordres. Cela lui a permis de réaliser un profit de 50 cents par action sur sa position. Il existe une multitude de variantes au spoofing, autant qu'il y a de spoofers. Mais la technique générale est toujours la même. Créer l'illusion de volume. Certaines peuvent être plus sophistiquées. Le spoofer peut bloquer les prix par palier et chercher à aller le plus loin possible. Il continuera tant qu'il ne rencontrera pas de résistance en face. C'est-à-dire un vrai gros acheteur ou un gros seuil d'achat dans notre exemple. Revoyons cette séquence. Le marché cote 102 $ à l'achat. Notre spoofer veut exercer une pression baissière et place un gros ordre de vente juste au-dessus de ce niveau à 102,5 $. Comme expliqué précédemment, entreprise de bénéfices pour certains, opportunité de vente pour d'autres et mise en route de robots de trading, son gros ordre a entraîné tout ce petit monde à contribuer à concrétiser la pression baissière. Le prix baisse à la vente au niveau dessous, à 101,5 $ à l'achat, donc 101 à la vente, et le spoofer va agir de suite. Il va montrer les muscles sur le niveau délaissé par les acheteurs pour bien faire comprendre que les 102 $ deviennent un niveau acquis et qu'il ne les laissera pas avoir la possibilité de revenir sur ces niveaux. En quelque sorte, il verrouille le niveau de prix. Et lorsque les cours descendent à nouveau, il recommence. Et ainsi de suite. Il faut aiguiser son esprit pour les détecter. Et pourquoi ne pas les utiliser contre eux? Une fois le spoofer détecté, vous savez dans quel sens ira le mouvement. Alors, pourquoi ne pas en profiter? J'ai cherché sur internet un exemple live de spoofing
pour vous faire voir à quoi cela peut ressembler en situation réelle. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors vous verrez que chaque spoofer a sa propre subtilité. Ici, le but est de spoofer l'offre pour acheter sur un niveau de prix et absorber les vendeurs piégés. Le DOM ouvert est celui du contrat futur de l'Eurostoxx 50, qui est un indice boursier. C'est ce que signifient les lettres que vous voyez ici. Donc je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais un DOM, c'est un mot aussi que vous retrouverez sur les sites anglo-saxons. Cela signifie Depth of Market, c'est tout simplement la traduction du mot carnet d'ordre. Nous avons donc le carnet d'ordre du contrat futur Eurostoxx 50, échéance juin 2016. Alors l'indice cote 2960 points. On a des quantités moyennes d'environ 1000-1200 de chaque côté. Et on va bientôt voir apparaître un spoofer à la vente. Donc on voit que des achats et des ventes s'échangent sur le niveau à peu près des 2960. Et boum, une quantité importante d'offres apparaît. Le marché baisse, et vu la vitesse d'exécution, il est possible que ce soit géré par un robot de trading, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de trading. Avec l'apparition de ce nouvel ordre, les vendeurs sont censés normalement prendre la main, et le marché devrait donc continuer à baisser. C'est du moins ce que penseraient des traders peu initiés au spoofing. Pourtant, on voit que l'équilibre a basculé à la vente sur ce niveau de prix, mais que le marché ne baisse pas. Au contraire, vous allez voir qu'un acheteur va absorber toutes les quantités en achetant sur le niveau des 2959 points. En réalité, le spoofer a probablement l'intention d'acheter sur ce niveau. Il veut s'amener de la liquidité en faisant venir des vendeurs. Et si cela ne bouge pas, c'est tout simplement car il passe ses ordres d'achat sur 2059 pour absorber les vendeurs piégés. Alors le spoofer n'a probablement pas choisi ce niveau au hasard, c'est le niveau du plus bas de la journée, et techniquement il y a de fortes probabilités de rebond sur ce niveau. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Dès qu'un rebond acheteur va survenir, le spoofer va de suite supprimer ses ordres et regarder avec quelle rapidité. Le marché se rééchange à peu près normalement, car notre spoofer n'est plus là visiblement. Puis vous verrez que lorsqu'on va retourner sur son niveau d'achat, autour des 2059, vous allez le voir réapparaître. Il va profiter de l'afflux vendeur pour absorber à nouveau, et va remettre un gros ordre de vente pour effrayer les acheteurs. Le temps probablement d'effectuer ces transactions, toujours au même prix, à 2959 points. Alors malgré l'apparition, ça y est, d'un nouvel ordre, un gros ordre de vente, le marché ne baisse pas, alors qu'il devrait. Le spoofer absorbe le flux vendeur, et lui il fait tranquillement ses achats sur les 2959. Visiblement, il aurait absorbé plus de 3000 contrats. On ne connaît pas réellement sa stratégie, on ne sait pas si c'est du court terme ou du long terme. Ce qu'on sait juste, c'est que le carnet est manipulé sur le niveau d'offre des 2960 et qu'alors qu'en fait un gros acheteur absorbe sur les niveaux des 2959. Alors on voit qu'il y a un rebond, ou que cela pousse en tout cas à l'achat désormais. Et là, comme par hasard, eh bien, notre spoofer a décalé son offre
de 2960 à 2961. Donc son intention n'est clairement pas d'être exécuté, c'est bien un faux ordre de vente. Et au fur et à mesure que le marché monte, vous allez voir, il va repousser son offre jusqu'à 2965, avec une vitesse d'ailleurs de réalisation de spoofing qui fait vraiment penser à un robot de trading. Alors on ne sait pas s'il continue à faire cela car il veut faire échouer le premier rebond pour réacheter peut-être à 2959, ou s'il contient tout simplement la hausse, parce qu'il écoule déjà à la vente ses propres achats. N'oubliez pas que les ventes au marché sont déjà là à 2963, qu'il a acheté à 2959, il dégage donc du profit. Le marché a monté de 59 à 63, soit 4 points. Il faut savoir que sur un contrat Eurostoxx futur, le point vaut 10 euros. Donc 3000 lots x 10 euros x 4 points, ça nous fait tout de même 120 000 euros là, de bénéfices en quelques secondes. Donc ensuite, le spoofing se termine, les ordres disparaissent. On voit qu'il n'y a plus d'ordre de gros ordres de vente. Et ils n'ont tout simplement pas été exécutés. Le spoofer vient de les annuler. Donc cette vidéo vous permet de voir que les techniques sont plus ou moins subtiles, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la dynamique qui se cache derrière ce type de schéma. Intéressons-nous maintenant à d'autres variantes au spoofing, comme le layering. C'est globalement le même principe que le spoofing, mais avec le but de vraiment impressionner, effrayer les petits traders en face, en faisant surgir un démon entre guillemets. Ne passerez pas! Le but est de montrer les muscles pour faire croire à la présence de gros vendeurs ou de gros acheteurs et provoquer une fausse pression à la hausse ou à la baisse. La technique diffère un peu en cela que plusieurs niveaux de prix sont concernés. Layering signifie en français superposition, c'est-à-dire que plusieurs lots importants vont être placés sur différents niveaux de prix. Le trader qui fait du layering ne place pas seulement un ordre, mais un ensemble d'ordres. Par exemple, il place des ordres fictifs sur ces 3 niveaux de prix. C'est donc un énorme ensemble, comme de grandes murailles. Il veut montrer au marché qu'il essaie d'acheter de grandes quantités de titres sous le niveau des 100. Lorsque les autres traders voient ça, ils l'interprètent comme une demande en forte hausse. Et ils vont se dire « Oh punaise, quelqu'un essaie d'acheter, je dois acheter avant lui, car lorsque ces ordres seront exécutés, le prix augmentera et je pourrai en tirer profit. » Ils vont donc chercher à se placer avant lui en achetant au prix du marché. C'est ce qu'on appelle front-runner. C'est un anglicisme que vous pourrez retrouver dans le vocabulaire de trading pour signifier passer un ordre devant les autres. L'effet est semblable au spoofing, et le prix augmente. Une fois que le prix a bougé et que le manipulateur a passé ses ordres en sens inverse, à bon prix pour lui, il annule ses ordres fictifs d'achat. Une autre technique de manipulation est le code stuffing. Elle consiste à inonder le carnet d'ordres avec un grand nombre d'ordres, à la fois des ordres d'achat et de vente, dans un très court laps de temps. L'objectif principal est de créer une congestion dans le carnet, de ralentir l'information sur les prix et d'induire en erreur d'autres traders. Le but est donc de créer de la confusion et de perturber le fonctionnement normal du marché. Vous aviez une certaine perception du marché ? Et le code stuffing va venir brouiller cette perception. Supposons qu'un trader malveillant souhaite manipuler le prix d'une action à son avantage. L'action se négocie actuellement à 100 $. Le code stuffer commence à soumettre rapidement et de manière répétitive des ordres d'achat et de vente, en modifiant continuellement le prix de ces ordres. Il soumet par exemple 200, 300, 400, 600 ordres d'achat et de vente à un rythme très rapide, chaque ordre ayant un prix légèrement différent. Les autres traders observent un carnet d'ordres en constante évolution, avec un grand nombre d'ordres de cotation qui apparaissent et disparaissent rapidement. Cette surcharge d'informations
provoque la confusion parmi les autres intervenants, car il est difficile de décerner la direction réelle du marché dans ces conditions. Certains traders pourraient être incités à réagir en plaçant eux-mêmes des ordres dans la mauvaise direction, pensant que le marché va prendre une direction alors qu'il n'en est rien. Pendant ce temps, le code stuffer peut profiter de la confusion en passant ses ordres à des prix avantageux tout en prenant en compte la réaction des autres traders qu'il a influencés. Imaginez qu'un code stuffer doit placer de nombreux ordres d'achat autour des 100 $. Sa quantité ferait décaler d'un coup le marché et il ne pourrait pas placer tous ses ordres à ce niveau de prix. Sa technique va donc consister à brouiller le carnet d'ordres pour créer une zone de congestion en passant des ordres à un prix avantageux sur le dos de la crédulité des autres traders. Une fois qu'il aura terminé, le prix pourra reprendre sa tendance et lui aura placé une grande quantité d'ordres à un bon prix. La pratique du code stuffing sert surtout à bourrer le carnet d'ordres inutiles pour créer de la confusion. Il peut aussi servir à camoufler des opérations de spoofing. Vous savez maintenant ce que désignent les termes de spoofing, layering et code stuffing. Vous pouvez les rencontrer au fil de vos lectures financières et dorénavant, vous saurez précisément de quoi il en retourne. Toutefois, le terme spoofing est généralement celui qui est le plus utilisé pour désigner l'ensemble de ces techniques. Elles ont toujours le même objectif, simuler un engouement à l'achat ou une panique à la vente pour contraindre les acteurs du marché à vendre leur position ou pour susciter leur envie d'acheter. Le spoofer utilise des variantes en fonction de l'avantage qu'il souhaite tirer de cette pratique. Nous venons d'en voir d'ailleurs certains exemples. Sous couvert du spoofing, ses motivations réelles peuvent être variées, comme accumuler discrètement des positions importantes sans attirer l'attention du marché. En créant de faux signaux de trading, il peut profiter des mouvements qu'il a déclenchés sans révéler ses véritables intentions. Il peut entrer sur les marchés avec de gros volumes et à un meilleur prix. Il peut se créer une contrepartie pour se débarrasser de produits financiers en induisant en erreur sur la liquidité du marché. Le spoofer peut créer l'illusion d'une forte liquidité dans une direction particulière, incitant d'autres traders à entrer sur le marché. Cela lui permet d'avoir une contrepartie pour se débarrasser d'un stock de produits. Il peut déclencher des ordres d'arrêt, ce qu'on appelle des stop-loss. En plaçant de faux ordres massifs près des niveaux de stop-loss des autres traders, le spoofer peut délibérément déclencher ces ordres, provoquant des mouvements d'extension de prix, générant des profits pour lui-même. Il peut aussi influencer les flux d'ordre. En trompant les autres traders sur la direction probable du marché, le spoofer peut influencer les flux d'ordre, créant ainsi des conditions favorables à ses propres transactions. Il peut acheter le plus bas et vendre le plus haut et être garanti de la bonne exécution de ses ordres. Certains spoofers peuvent exploiter les algorithmes de trading en plaçant des ordres qui sont conçus pour tromper ces algorithmes, entraînant des exécutions défavorables pour d'autres participants automatisés du marché. En créant des mouvements de prix délibérément erratiques et en bourrant le carnet d'ordre, il réduit la confiance dans le marché. Le spoofer peut semer le doute parmi les traders quant à la fiabilité du marché. Il peut ainsi plus facilement déterminer une fourchette pour bloquer les cours temporairement à l'intérieur de celle-ci. Le spoofing peut également servir à contourner les règles réglementaires. En apparence, il se conforme aux exigences du marché, mais en réalité, il exploite les failles pour obtenir des avantages indus. Et même, il peut aller jusqu'à déstabiliser une action ou un marché. C'est pourquoi vous comprenez aisément que ces différentes pratiques sont contraires à l'éthique et sont illégales dans de nombreuses juridictions. Et ce pour une raison simple, elles faussent le marché, manipulent la confiance des autres traders et perturbent la liquidité. Ces pratiques auraient notamment conduit à l'effondrement des marchés lors du flash crack de 2010. De nombreuses banques ont été condamnées pour l'usage de ces techniques de manipulation, comme la célèbre banque d'affaires JP Morgan.
Mais dans la réalité, ces pratiques persistent toujours, notamment pour les grandes banques et fonds d'investissement capables d'utiliser des algorithmes réalisant les achats et ventes à grande vitesse, ce qui rend difficilement détectables les opérations de manipulation de prix. C'est un phénomène relativement récent que l'on retrouve notamment de manière très élaborée dans ce qu'on appelle le High Frequency Trading, le trading haute fréquence. Il utilise des algorithmes, des flux de données financières à grande vitesse, ainsi que du matériel et des logiciels puissants, qui permettent aux traders de saisir et d'exécuter des quantités massives d'ordres en quelques fractions de secondes seulement. Pour que vous vous rendiez compte de la difficulté pour les autorités financières de détecter ce genre de phénomène, je vous invite à consulter un article de Bloomberg. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc il s'agit d'un procès qui a été mené par HTG Capital Partners pour contraindre le Chicago Board of Trade. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la bourse de Chicago. Elle fait désormais partie du CME Group. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est l'un des plus grands opérateurs de bourse de produits dérivés au monde. C'est donc l'intermédiaire par lequel a eu lieu les transactions, si vous voulez. Donc a identifié les responsables de milliers d'ordres qui, selon cette société, ont manipulé le marché à terme des bons du Trésor américain et dont elle aurait été elle-même victime. À gauche, ils auraient reproduit ces transactions, semble-t-il, à l'intérieur desquelles il y a eu des opérations de spoofing. Et vous allez voir qu'on ne voit pas grand-chose. Alors l'article est pas mal fait car il est interactif. Si je clique sur la flèche, ils vont détailler ce qui s'est passé. Donc ils expliquent grosso modo que HTG serait victime de spoofing, qu'il y a déjà eu un cas avec un gros trader du nom de Navinder Sarao, qui de 2009 à 2014 aurait utilisé des techniques de spoofing. Il aurait notamment contribué à faire effondrer les marchés lors du flash crack de mai 2010. On voit ensuite le détail des lots, et ils expliquent que sur le Chicago Board of Trade, les trades sont anonymes et organisés dans un carnet d'ordre comme celui qu'on voit à l'écran. Alors ce qu'on vient de voir, c'est l'achat et la vente de contrats à terme du 10 ans américain. Ce sont des obligations d'une durée de 10 ans. Donc c'est ici qu'a eu lieu le spoofing, et pendant 7 minutes, les ordres ont été modifiés ou exécutés plus de 5000 fois. Ce flux n'est pas une reconstitution, mais ce sont des données réelles de ce qui s'est produit le 6 décembre 2013. Et que la rapidité et la sophistication des tricheurs, qui a augmenté avec le trading électronique, pose problème aux régulateurs. Alors il redétaille les transactions et précise qu'il faut un œil avisé pour repérer un spoofer. Le processus se serait déroulé en 3 étapes. Donc vous voyez, vous pouvez passer votre souris dessus et vous avez pas mal de détails sur les transactions. Alors la première étape a été la mise en place d'ordres de vente fantômes, car le spoofer n'avait aucune intention de les passer réellement sur le marché. Les traders honnêtes sont amenés à emboîter le pas de la vente dans l'espoir que les prix baisseront et qu'ils pourront racheter leurs contrats avec profit. Ce qu'ils appellent les traders honnêtes, ce sont certainement les autres intervenants du marché qui sont eux trompés par les gros ordres de vente et qui vont passer réellement, honnêtement, de vrais ordres qui s'exécuteront et feront réellement baisser le marché. Et il semblerait qu'entre 8h33 36 secondes et 513 millisecondes et 8h33 36 secondes et 532 millisecondes, il est passé 214 ordres de vente fictifs à 520,203. Sachant qu'une milliseconde c'est 1000 fois une seconde, ça vous donne une idée de la rapidité dont les ordres sont placés.
et que ensuite la deuxième étape a consisté à tous les annuler, visiblement à 8h33, 40 secondes et 360 millisecondes, donc environ 4 secondes après. Au cours de la troisième phase, appelée balayage, il aurait envoyé un très gros ordre d'achat à 784 lots. Donc on voit que son intention n'était clairement pas de vendre, puisque un peu plus tard, après, il balance une grande quantité d'ordres à l'achat. Les vendeurs honnêtes se sont retrouvés piégés et débouclent leur position de vente, ce qui lui permet de leur racheter à bon prix. Enfin, il conclut l'article en disant que bien sûr les intervenants sur le marché changent d'avis tout le temps et annulent des ordres, même si ce sont des traders honnêtes. Ce n'est pas quelque chose d'illégal, et la difficulté pour les procureurs, les régulateurs, c'est de parvenir à montrer que le trader a saisi des ordres avec aucune intention de les exécuter. Alors globalement, même quand on sait qu'il y a des échanges étranges dans le carnet d'ordre, cela reste compliqué de prouver qu'il s'agit bien d'une manipulation de prix. Ils disent que chaque arc là qu'on voit à l'écran retrace le temps écoulé entre le moment où un ordre est saisi et le moment où il est annulé ou exécuté. Et la société HTG a mis en évidence des cas dans lesquels elle a détecté des ordres annulés et des ordres agressifs flip. Flip c'est inversé, donc des ordres placés en position inverse, et que ces ordres correspondaient à ceux dont ils ont été victimes. Donc vous voyez que malgré que ce soit illégal, c'est souvent très compliqué à prouver, surtout depuis l'avènement du trading haute fréquence. Pour les manipulations d'envergure, comme celle que nous venons de voir, qui nécessitent de gros volumes sur les grosses capitalisations, ce sont généralement ce qu'on appelle les market makers qui utilisent ces techniques. Ce sont des fournisseurs de liquidités sur les marchés, ce sont eux qui facilitent le commerce en fait, et les échanges entre les titres. Ils utilisent des algorithmes d'hyperfréquence, ce que vous retrouvez en fait sous le nom de high frequency trading, ou trading haute fréquence en français. Les petites manipulations, elles, en fait, nécessitant des capitaux plus réduits sur des marchés à faible capitalisation, s'adressent plutôt aux traders propriétaires, ce que vous pouvez retrouver souvent sous le nom de proprietary trading ou de prop traders. En fait, ce sont des individus ou des firmes qui négocient leur propre capital. Ils peuvent rechercher des opportunités de profit à partir des mouvements de prix, de la volatilité ou d'autres facteurs, sans se concentrer, eux, uniquement sur la fourniture de liquidités. Il existe aussi certaines techniques de manipulation ou pseudo-manipulation qui ne sont pas considérées comme illégales. C'est le cas notamment de celles concernant la manipulation du spread. Voyons cela en détail. Comme nous l'avons détaillé dans la vidéo sur la mécanique du carnet d'ordre, le spread est une résultante de l'action des prix dans le carnet. Nous allons voir si des manipulations sont possibles sur l'intervalle entre le bid et le ask. Le spread étant un coût de transaction récurrent en trading, serait-on parfois amené à payer trop cher? La manipulation du spread naturel, c'est-à-dire l'écart entre le prix d'achat et de vente naturel entre l'offre et la demande, est plus subtile que les manipulations du carnet d'ordre que nous venons de voir. L'ordre ping en est un exemple. C'est d'ailleurs compliqué de parler vraiment de manipulation car il s'agit plutôt d'un ordre test, d'un test de liquidité. Les traders peuvent placer de petits ordres au marché à des niveaux de prix proches du spread naturel, dans le but de sonder la demande ou l'offre. Par exemple, si l'offre est à 100 $ et la demande à 99 $, un trader peut passer un ordre d'achat légèrement supérieur à 99,5 $ pour voir si un vendeur est prêt à vendre à ce prix.
N'oubliez pas que le carnet d'ordre n'affiche pas tous les types d'ordres. On ne connaît donc pas toutes les intentions des intervenants. L'ordre ping va chercher à aller un petit peu plus loin dans les découvertes de ces intentions. Le procédé vise à découvrir une poche de liquidité, un simple ordre envoyé au marché ou un ordre limite, et il sera exécuté immédiatement en cas d'existence de liquidité ou annulé instantanément s'il n'y en a pas. Il va tester un niveau de prix pour voir s'il y a de la liquidité. S'il trouve un vendeur, le trader peut ensuite passer un ordre de vente à un prix légèrement supérieur, plus élevé que 99,5 $, pour réaliser un profit rapide. Son ordre test peut créer une pression sur le spread naturel, car d'autres traders peuvent être incités à ajuster leur prix en fonction de ces ordres. Alors pourquoi parle-t-on de manipulation dans ce cas? Car après tout, cela peut être considéré comme une partie normale de la négociation. Un trader propose simplement un meilleur prix, et ce n'est pas pour nous déplaire. Eh bien, lorsqu'il est utilisé de manière abusive, il peut influencer le spread de manière négative. Voyons pourquoi. Les autres intervenants vont penser qu'il y a en fait de la liquidité sur ce niveau intermédiaire. Donc peut-être qu'une pression acheteuse ou vendeuse se cacherait sur ce niveau de prix. Du coup, si la liquidité est plus proche que prévu, les vendeurs pourraient être tentés de demander un peu plus cher, ou les acheteurs d'acheter un peu moins cher. Ils vont s'adapter à cette nouvelle donne. Quand il n'y avait pas d'ordre exécuté sur le niveau des 99,5 $, chacun était d'accord pour échanger sur un bidasque de 99 cents, soit 1 $ d'écart. Mais puisqu'il y aurait une liquidité intermédiaire, ils pourraient être amenés à garder un écart similaire et vouloir finalement effectuer leurs échanges à 99,5 100,5, soit toujours 1 $ d'écart, ou 98,5 99,5, selon le sens du marché, poussant ainsi les prix à 99 100,5 ou 98,5 100, alors que la zone des 99,5 $ n'était en fait qu'un test et ne reflétait pas une réelle intention d'échanger sur ce niveau. Pour résumer, l'ordre ping se caractérise par un ordre de petite taille de quelques contrats afin de minimiser son impact sur le marché, un placement d'ordre répété à des intervalles réguliers sur le même actif financier et une surveillance de la réaction du marché, la présence de liquidité étant détectée si les ordres sont déclenchés en réponse à l'ordre ping. L'influence sur la formation du spread se déroule en 3 étapes: une pression artificielle sur le spread, une réaction des autres traders, puis une variation du spread naturel. Il est important de souligner que l'effet d'élargissement du spread dans ces circonstances est généralement temporaire, et la tendance générale est à la réduction du spread à mesure que les traders s'ajustent et que la liquidité se rétablit autour de ce niveau testé par l'ordre ping. Nous voyons donc que les fluctuations de prix et la mécanique complexe du carnet d'ordre est le terrain de jeu de divers acteurs cherchant à en tirer avantage. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle le trading haute fréquence. Pour clôturer cette vidéo, intéressons-nous aux ordres flash. L'ordre flash est une stratégie basée sur la vitesse d'exécution des ordres. Les traders utilisant cette technique cherchent à exploiter leur avantage en termes de rapidité pour passer devant d'autres ordres du carnet. Contrairement à l'ordre ping qui vise à sonder la liquidité, l'ordre flash s'appuie sur la vitesse d'exécution. Il est l'apanage des traders haute fréquence, ces traders qui passent des ordres à la vitesse de l'éclair pour exécuter des transactions avant d'autres participants du marché. Voici comment cela fonctionne. Un titre cote 100 $. Un investisseur place un ordre au marché pour acheter des actions à 100 $ chacune. Le trader haute fréquence, ayant accès à des technologies ultra rapides, détecte l'ordre de l'investisseur A avant qu'il ne soit exécuté.
Il place alors un ordre flash d'achat à 100 $ avant que l'ordre de l'investisseur A n'atteigne le marché. L'ordre flash du trader haute fréquence est exécuté, achetant ainsi les actions avant que l'investisseur A ne puisse les acheter à 100 $. L'ordre de l'investisseur A arrive ensuite et est finalement exécuté à 100,5 $, puisque le prix a légèrement augmenté en raison de l'ordre flash qui est passé avant lui. L'investisseur pense qu'il a simplement été exécuté au meilleur prix du marché du moment, car l'intervention du trader haute fréquence était bien trop rapide pour qu'il n'ait vu quoi que ce soit. Le trader haute fréquence, lui, réalise un profit de 0,5 $ par action, avec quasi aucun risque. Il nous en fume. Il nous en fume. Les ordres flash et les ordres ping peuvent aussi se cumuler. Prenons un exemple. Un investisseur qui souhaite acheter de grosses quantités, disons 500 contrats, ne va pas acheter 500 lots d'un coup pour un prix disponible de 100 $. Il risquerait de faire décaler les cours à la hausse et de payer trop cher ensuite ses achats. Afin de ne pas dévoiler son intention, il va fractionner son ordre d'achat en 10 fois 50 contrats avec l'intention d'acheter dans une fourchette de prix par exemple de 99,5 à 100,5 $. Avec des ordres test, ce que l'on appelle ordre ping, des traders vont tenter de détecter la présence de cet important intérêt acheteur sur le marché. Dans l'intervalle, quelques vendeurs ajustent leur position, voyant qu'il y aurait d'autres vendeurs sur le niveau des 99,5 $. Une fois détecté, il s'agira de le devancer sur le titre juste avant l'investisseur en envoyant un ordre flash. Avec son puissant ordinateur, le trader haute fréquence va être capable de passer des ordres très rapidement et de les lui revendre un peu plus cher quelques millisecondes plus tard. Cela semble être une stratégie quasi proche d'un arbitrage mais qui n'est pas naturelle. Elle va déformer le spread naturel. Ainsi, le trader haute fréquence agit comme un intermédiaire invisible, se rémunérant comme une commission, car sans le savoir, vous aurez payé plus cher votre spread. Alors que le spoofing ou le layering sont considérés comme des ordres de manipulation, car ils influent sur l'évolution des cours et créent un déséquilibre au sein du carnet d'ordre, les ordres ping et flash sont plutôt considérés comme des ordres d'anticipation qui cherchent à deviner les intentions des autres intervenants. Le problème se pose par son utilisation abusive par le trading haute fréquence, et vous comprenez maintenant pourquoi, bien que n'étant pas illégales, ces pratiques flirtent avec des pratiques de manipulation. On parle ici plutôt d'abus de marché. L'utilisation de telles techniques soulève des questions sur l'équité du marché. C'est pourquoi les régulateurs ont mis en place de nouvelles règles pour surveiller et réglementer le trading haute fréquence, notamment depuis la directive révisée MiFID II et la mise en application d'un nouveau règlement, appelé MiFIR, qui établit les exigences de transparence en matière de négociation. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre la mécanique du carnet d'ordre. Vous avez vu qu'il est bien plus qu'une simple liste de prix. Il est le reflet d'une lutte constante entre les forces de l'offre et de la demande, déterminant ainsi le prix d'un actif financier à un moment donné. Le maîtriser n'est pas anodin pour un trader. En trading, il faut avoir du bon sens. Le trading, c'est comprendre la relation entre acheteur et vendeur. Si je suis capable de pouvoir mesurer qu'à tel niveau de prix, j'ai de fortes probabilités que les acheteurs ou les vendeurs remportent la bataille et prennent la main, j'ai un avantage. Et je peux savoir dans quel sens me positionner. Vous avez appris également comment certains traders parviennent à manipuler le prix par la simple annulation d'ordre. Quand vous interviendrez sur le carnet, sachez que des techniques de spoofing, layering ou toutes sortes de bourrages d'ordre existent. Toutefois, ne prenez pas peur, ce n'est heureusement pas la norme des transactions. Et de nombreux régulateurs veillent au grain, même si ce n'est pas toujours simple de confondre les manipulateurs. Tout au long de ces 3 vidéos, nous nous sommes principalement cantonnés à un rôle d'observateur du carnet d'ordre. Comprendre le rapport acheteur-vendeur, la profondeur du carnet, sa mécanique et les manipulations induites possibles. Approfondir encore ces connaissances
permettra d'aller plus loin dans son utilisation pour détecter les forces en présence dans un marché, se créer des opportunités et mettre en œuvre des stratégies de trading. Mais ceci sera l'objet d'un autre contenu sur l'utilisation avancée du carnet d'ordre. N'hésitez pas à partager nos vidéos et à publier vos commentaires pour faire vivre la chaîne. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.